h 30, hein. Oui, c'est ça, ouais. Tu peux te mettre en mode présentateur pour le mettre en plein écran. Voilà. Ouais, super. Merci. Je pousse ça là et c'est parti. Donc, les indications principales, donc des injections endolaryngées, hein, ça va être les médialisations. Donc ça, c'est le sujet du cours aujourd'hui, avec donc l'injection qui se fait plutôt en dehors de l'aryténoïde, dans le muscle ou en dehors du muscle. Ça, on va voir un peu les techniques justement. L'objectif, c'est d'augmenter le volume de la corde vocale, hein, pour bien favoriser la fermeture glottique, donc dans les paralysies unilatérales. Dans les traitements, sinon l'autre indication d'injection, ça va être les traitements des cicatrices du plan glottique. Et là, l'injection sera beaucoup plus superficielle, aussi dans la presbyphonie. Donc, on sera plutôt au niveau de la lamina propria, c'est-à-dire espace de Renkel ligament vocal, hein. Donc, on est au-dessus du muscle pour améliorer cette fois-ci la vibration laryngée, mais pas tellement pour entretenir le volume, enfin pas pour faire forcément un comblement du larynx, de la corde vocale. Voilà, donc nous, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment des paralysies laryngées. Donc deux possibilités, hein, deux techniques aujourd'hui qui sont de plus en plus répandues. La technique classique qu'on utilise tous, c'est-à-dire sous anesthésie générale avec un microscope. On utilise la laryngoscopie en suspension, le microscope opératoire. Et le patient, bien sûr, est soulagé, intubé avec soit un tube de petit diamètre, ce qu'on appelle les sondes MLT, soit une jet ventilation, donc en cricothyrotomie, qui permet d'accéder au plan glottique sans avoir de tuyaux, et ce qui permet une meilleure visualisation du plan glottique. Donc cette technique soulagée, elle se fait à tous les patients, sauf bien sûr pour les patients qui sont contre-indiqués pour la chirurgie, enfin pour l'anesthésie en fait, et pour les patients qui auraient une exposition laryngée insuffisante, ce qui arrive de temps en temps. L'autre technique qui se développe de plus en plus, c'est la technique sous anesthésie locale au fauteuil, avec possibilité d'injecter directement la corde vocale, soit par voie transcutanée, comme on le voit ici avec une technique d'injection sus-laryngée, au-dessus même du cartilage thyroïde, soit des injections qui se font par voie transorale, c'est beaucoup plus rare, mais ou encore des injections directement par le fibroscope, par des fibroscopes à canal opérateur, et ça, on va voir les différentes techniques aussi. L'intérêt de cette technique-là, c'est qu'on est au fauteuil, donc pas besoin d'anesthésie générale. On contrôle le volume directement, et puis on peut faire parler le patient pour voir si le résultat phonatoire il est comme on le souhaite, ou si on peut injecter un peu plus, ce qui n'est pas possible bien sûr sous anesthésie générale. Et puis l'intérêt, c'est ce contrôle fibroscopique, hein, on voit vraiment ce qui se passe directement. Donc ça, c'est une technique, hein, qui se développe de plus en plus, qui n'est pas utilisée partout encore, hein, mais dont on voit un essor en France depuis quelques années. Donc quel produit injecter? Ça, c'est une question. Alors, je ne parle pas des indications, là, je crois que ça a déjà été abordé dans un autre cours. Donc, je parle simplement des différents produits qu'on va retrouver aujourd'hui en France. Donc, la graisse autologue qu'on peut prélever abdominale. Et puis, sinon, on va avoir que des produits hétérologues, c'est-à-dire des produits prêts à injecter, comme le silicone, le Vox implant, hein, qui est utilisé encore dans certains CHU ou par certaines équipes. L'hydroxyapatite de calcium, qui s'appelle le Radies ou le Renuvoice, qui est intéressant également. L'acide hyaluronique, hein, on va voir aussi que les indications sont différentes. Et puis le collagène. Alors ça, c'est le même produit, mais maintenant qu'on classe non plus en autologue ou hétérologue, mais en temporaire, enfin en fonction de leur durée d'efficacité. Donc certains produits sont temporaires, c'est-à-dire avec une efficacité inférieure à 6 mois. Ça va être des produits qui vont se résorber donc assez vite, comme l'acide hyaluronique, le collagène ou le Radies Voice Gel. Attention, hein, ce n'est pas la même chose que le Radies, ce n'est pas le même produit du tout. Vous voyez, c'est des durées d'efficacité entre 2, 3 et 6 mois. Donc là, on est plutôt dans des indications chez des patients chez qui on veut un résultat immédiat sur une paralysie qui potentiellement va récupérer. Produit dit plutôt à longue durée, donc entre guillemets partiellement résorbable, ça va être plutôt la graisse et puis le Radies. Des durées d'efficacité dans les publications pour le Radies notamment qui sont autour de 18 mois, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'à 18 mois les patients perdent complètement l'efficacité, c'est qu'à partir de 18 mois, en fait, on a une diminution de l'efficacité
Et au-delà, on ne sait pas tellement en fait. La graisse autologue, c'est variable en fonction des patients. Souvent, des fois, on a des résorptions de graisse avec des résultats qui sont moins bons assez vite, et d'autres chez qui, au-delà de 18 mois, on a une stabilité du résultat phonatoire. Et puis, le seul qui est réellement permanent, c'est-à-dire absolument pas résorbable et qui vous donnera un résultat le plus stable possible, ça va être le Vox implant, l'injection de silicone, mais attention, avec des résultats phonatoires qui restent souvent moins bons qu'avec les autres techniques. Alors, les plus utilisés actuellement, ça va être l'autograisse, qui a encore pas mal d'indications. Les produits hétérologues qui ont l'AMM dans cette indication. Donc, il y a le Vox implant, avec son résultat, comme je vous l'ai dit, permanent, et puis l'hydroxyapatite de calcium, Renuvoice et Radies, pas Radies Voice, d'ailleurs Radies tout seul, qui ont des efficacités autour de 18 mois et plus. Et le seul produit hétérologue, enfin pas le seul, pardon, un des produits hétérologues le plus utilisé, mais hors AMM, c'est l'acide hyaluronique, avec une efficacité plus limitée. Voilà pour ce qu'on utilise, et puis le collagène dans certaines équipes. Alors, la graisse autologue, là, c'était justement, vous présenter la technique de prélèvement de graisse et puis de mise en place. Donc, le prélèvement, il se fait essentiellement au niveau de la graisse abdominale avec une canule à liposuction ou une canule d'aspiration endo-utérine 14 gauge, ça va dépendre un petit peu des habitudes. Je sais que moi j'ai commencé plutôt avec les canules d'aspiration endo-utérine, que je suis passé plutôt aux canules de liposuction par souci technique, je trouve ça un peu plus pratique. Après, dans les deux cas, on utilise une dépression douce, c'est-à-dire qu'on va connecter à la canule d'aspiration une seringue d'un assez gros volume, 50 cc, qu'on va tenir en aspiration. Et je vais vous montrer de quelle façon. L'idée, c'est de ne pas avoir une dépression trop importante, comme on ferait dans une liposuction, car sinon, on va avoir tendance à un peu trop écraser les lobules graisseux. Ensuite, alors, la question se pose de faire ou non une centrifugation par technique de Coleman. Certaines équipes le font, d'autres ne le font pas. Ça dépend un petit peu des habitudes. L'idée pour certains est de dire que plus on va avoir des lobules graisseux conservés et plus on va avoir un comblement qui va être stable. En même temps, ça va être plus compliqué à injecter. Donc la technique de Coleman vous apporte cette possibilité aussi d'extraire la graisse et le sang et d'avoir un contenu, un stroma adipeux qui va être intéressant à injecter, peut-être plus facile à injecter que si vous ne faites pas cette centrifugation. Donc l'injection plutôt au pistolet si vous êtes en dehors d'une centrifugation et plus facilement à la seringue si vous avez fait la centrifugation avant. L'aiguille, bien sûr, de diamètre adapté, ce sont des aiguilles qui sont fournies, qu'on peut trouver donc, pour les injections endo-laryngées. Alors, où est-ce qu'on met son aiguille? Idéalement, donc en dehors de l'apophyse vocale. C'est là où on va avoir l'intérêt de fermer le larynx dans sa fuite postérieure. Et on injecte. Alors, c'est difficile de savoir où on est. À partir du moment où on est en dehors de l'apophyse vocale, on est potentiellement dans le muscle ou en dehors du muscle thyroïde-arythénoïdien. Et puis, on peut faire un deuxième point d'injection au niveau du tiers moyen de la corde vocale, un peu plus en avant, pour avoir un comblement qui puisse être bien réparti. Attention, la graisse, et c'est bien connu, se résorbe. Se résorbe dans les premiers jours, premières semaines. Et on compte une résorption d'environ 40% du volume injecté. Donc, il est important, lorsque vous faites l'injection, de faire une surcorrection, c'est-à-dire de ne pas simplement avoir une corde vocale qui, après l'injection, ressemble à la corde vocale contralatérale, mais bien avoir une corde vocale qui est un peu surcorrigée, c'est-à-dire un petit peu gonflée. Bien sûr, cette technique, elle se fait sous anesthésie générale. Donc là aussi, c'est pour ça qu'on surcorrige. On sait qu'on va avoir une résorption. Par contre, on n'a pas un résultat phonatoire. On ne peut pas s'intéresser au résultat phonatoire en direct. Les résultats sont plutôt bons dans les équipes qui publient avec des habitudes des gens qui pratiquent ça de manière fréquente. L'efficacité, bien sûr, sur les fausses routes et sur la qualité phonatoire. Et puis, alors dans les études publiées un peu à distance, finalement, on retrouve qu'à partir de 12 mois, sur la globalité des patients, on peut avoir une diminution de la qualité de la voix.
cette diminution, elle est, comme je le disais, pas pareille, pas identique chez tous les patients, hein. Il y a un petit côté on-off, c'est-à-dire que certains patients vont avoir une qualité de voix qui va se maintenir avec une fibrose, hein, très clairement de la graisse, donc un comblement qui va se mettre en place et qui va rester précis et présent. Et puis, dans certains cas, on va avoir des fuites et des résorptions plus importantes qu'on peut pas anticiper forcément. Et donc là, avec des résultats qui peuvent être moins bons et assez vite finalement, on peut même avant 1 an. Et donc des patients chez qui on peut proposer derrière une nouvelle injection. Hein, donc c'est aussi l'intérêt de cette technique, c'est qu'on peut la compléter si besoin dans les mois ou les années qui suivent. Alors c'est là, je vais avoir des problèmes de film. Donc, ici, vous voyez l'utilisation d'une canule donc de liposuction avec, avec donc une seringue, vous voyez 50, même 60 cc ici, qu'on va utiliser. On va donc faire une petite incision juste sous ombilical, donc vraiment une toute petite incision. On va mettre en place la sonde de la canule pardon, à liposuction au niveau sous-cutané, donc dans la graisse hypodermique, et on va donc tirer sur le piston de nos seringues et mettre en place, vous voyez ici on a une pince hein, qui va venir pincer le piston pour bloquer le piston en dépression. On va faire un mouvement de va-et-vient au niveau de la graisse, hein, comme dans la liposuction classique, donc en maintenant bien le panicule adipeux dans la main gauche, pour bien évidemment ne pas risquer de pénétrer dans la paroi abdominale, des mouvements de va-et-vient, et donc la graisse qui va progressivement monter dans le flux par la dépression. Alors, je vais essayer de voir si je peux récupérer les images. Ce que je vais faire, c'est que je vais montrer comme ça, et puis je vais montrer toute la technique, et je vais essayer de vous montrer les images, les films à la suite après. Voilà, donc une fois que la graisse est récupérée, on prend à peu près 10 cc, hein, c'est ce qui est suffisant pour notre injection. On utilise 2 seringues de 10 cc pour faire derrière une centrifugation. Donc c'est des seringues classiques hein, avec un petit bouchon pour pas que ça fuit. On remplit donc notre seringue avec la graisse et puis une autre avec du sérum physiologique pour équilibrer les seringues dans la centrifugeuse. Donc voici dans la centrifugeuse les 2 seringues, une avec la graisse ici et une avec le sérum physiologique de l'autre côté. Voici la centrifugeuse donc, qui commence à se lancer. On fait au total, on met une rotation de 3000 tours minute pendant 3 minutes, qui permet d'obtenir voilà, 3 phases hein, qu'on voit bien sur cette photo. Une phase liquide graisseuse qui ne nous intéresse pas, donc on va enlever. Une phase de sang ici, le sang pareil qu'on ne va pas utiliser. Et puis entre les deux, cette phase principale qui est le stroma graisseux, avec ce qui nous intéresse à l'intérieur, c'est-à-dire les cellules de graisse et puis l'ensemble des facteurs de croissance aussi, hein, qui vont permettre de combler et puis d'avoir une activité de comblement effective. Donc ici, sur le film, voilà, on enlève la graisse hein, pour ne récupérer finalement. Donc on enlève le petit bouchon, par-dessus, on vide la graisse, par en bas, on vide le sang, et donc on récupère l'ensemble de cette graisse. Vous voyez, sur les 10 cc, il va nous en rester 7 ou 8. Ici, donc je montre ici normalement qu'on fait une sorte d'émulsion un petit peu hein, rapidement entre une seringue pour l'injection qui fait 1 cc et puis ici la graisse avec un système de robinet pour avoir une aiguille, une seringue pardon, toute prête à injecter. Voici le type d'aiguille qui est utilisé. Donc aiguille à injection laryngée assez classique. Alors on voit pas très bien, mais là elle a une forme de baïonnette. Je suis désolé sur la photo, c'est pas très clair. Elle est en forme de baïonnette et puis on voit ici, donc j'ai grossi, on voit une petite boule hein, située juste au-dessus enfin quelques millimètres au-dessus de l'extrémité. Donc c'est intéressant, surtout si on a un peu moins l'habitude. Hein, cette boule, elle permet effectivement de rentrer l'aiguille de la distance, enfin de la longueur qui vous intéresse pour être vraiment dans le muscle hein, et pas pas en sous-glotte, ce qui peut parfois arriver avec une diffusion de la graisse en sous-glotte, ce qui est pas souhaité.
Donc voilà, cette aiguille assez longue avec un petit adaptateur ici pour la seringue, et puis on va pousser directement le produit dans la corde vocale. Donc voici l'installation au bloc opératoire. Le patient est donc en décubitus dorsal, en une position habituelle avec une flexion de la tête sur le tronc, une extension de la tête. L'utilisation donc de la suspension avec une tablette, et puis ici on voit en arrière-plan le microscope opératoire qui va être utilisé afin de magnifier la visualisation du plan glottique. Donc là, c'est un film qui ne va pas fonctionner non plus, mais je vais le retrouver tout à l'heure. Et donc, on voit ici bien l'exposition du plan glottique. Donc là, c'est au bloc opératoire. On a ici donc la corde vocale gauche qui est un peu plus atrophique que la droite. Et donc, on va injecter ici en un point en dehors de la rétinoïde. Ça, c'est le résultat à 3 mois, mais du coup, ça ne va pas fonctionner. Alors, ce que je peux faire, c'est tout de suite faire une petite pause pour justement récupérer l'ensemble de ces vidéos, puis vous les mettre à la suite. Ok, Renaud? Oui, on fait ça. Ça va pas être très long. Si vous avez des questions sur ce temps-là de la présentation, vous pouvez y aller. Hein. C'est une bonne. Et puis toi, Renaud, si je sais que sur les pratiques d'injection, on n'a pas tous les mêmes. Hein. J'avais fait le DU il y a quelques années, où c'est toi, Renaud, qui faisais ce cours-là. Et à l'époque, je me souviens que tu utilisais la 14 gauge pour prélever la graisse, Ouais. sans faire de centrifugation, je crois. Ouais, c'est ça. En fait, dans une première phase, là, depuis une quinzaine d'années, on faisait des injections de graisse avec effectivement des canules endo-utérines. Ça permettait de prélever finalement des paquets d'adipocytes. C'était beaucoup moins traumatisé, il y avait beaucoup moins de sang et beaucoup moins d'huile à séparer. Et du coup, on les injectait directement sans forcément faire de centrifugation, et ça a très très bien marché. Et puis bon, au bout d'un moment, on s'est dit quand même, on utilise un matériau qui est, enfin, du matériel qui n'est pas franchement dédié à ça, les canules endo-utérines, on en a cassé quelques-unes, bon, et puis dans les pratiques, on faisait beaucoup de lipofilling à but de reconstruction pour la face, etc. Et donc, on a basculé sur la technique classique, comme l'a montré Florent, avec type Coleman, avec effectivement, là, pour le coup, bon, des plus petites incisions, mais effectivement, en disant qu'on abîme un petit peu plus le prélèvement, parce que le prélèvement passe par une aiguille qui est beaucoup plus petite, et donc là, pour le coup, obligation de centrifuger. Mais c'est la technique quand même princeps, hein, et qui marche très bien pour le visage, pour toute une série d'indications. Et donc, bon, finalement, maintenant, effectivement, je fais exactement le même type de prélèvement et de conditionnement, et ça marche aussi très bien. Voilà. J'utilise moins un pistolet à injection de graisse parce qu'il y a des crans et bon, je sais pas, on a l'impression qu'on peut un petit peu plus, en tout cas, l'impression qu'on peut plus doser ce qu'on fait de manière incrémentielle, on augmente, on augmente. Avec l'injection directement à la seringue, parfois, ça part d'un coup. Enfin, c'est difficile à maîtriser. Mais il est certain que là aussi, ce que je dis, c'était vrai quand on avait des gros paquets de graisse, alors que là, bon, avec une graisse très fluide maintenant, bon, j'avoue qu'on peut aussi, on pourrait aussi se passer du pistolet parce que finalement, la graisse est très homogène et très simple à injecter directement. Donc, c'est vrai la technique a évolué. Ouais. Voilà. Ouais, moi, j'ai fait à peu près pareil. Hein. J'ai commencé. Alors, même avant, ici, à Nantes, on utilisait, c'était le professeur Beauvillain qui faisait ça. Et lui, il prélevait de la graisse, il coupait en petits morceaux. Donc, il prélevait tout le tissu graisseux, il coupait en tout petits morceaux et il injectait au pistolet. C'était assez fastidieux, ça se bouchait beaucoup. Donc après, moi, justement, après le DIU, Renaud, j'avais utilisé la canule endo-utérine. Et puis pareil, au bout d'un moment, bon, je trouvais que c'était pas toujours très pratique, donc je suis passé au Coleman. Et depuis, voilà, je fais comme je vous ai montré. J'ai normalement, ça va être bon pour récupérer les images.
Alors là, je pense que vous voyez. Oui, très bien. Ouais, très bien. Donc là, c'est l'image est un peu tournée, mais bon, c'est pas grave. C'est la mise en place de l'aiguille, donc en abdominale. Bon, là, c'est un petit peu... Pour tout vous dire, c'est moi qui filmais, j'ai demandé à mon interne de le faire, mais on n'a pas fait exactement de la même façon. Mais c'est pas grave, la technique est celle-là. Voilà, on tire sur le piston. Donc là, il ne tire pas beaucoup, hein. Moi, je tire beaucoup plus. Et après, on fait la technique de prélèvement. J'ai une autre vidéo. C'est à l'envers, mais bon. Donc voilà, c'est ce mouvement de va-et-vient. On va bien pincer le panicule adipeux. Et donc voilà, ce mouvement de va-et-vient. Alors, entre les patients, c'est plus ou moins évident, hein. Renaud, je pense que tu as la même expérience, hein. Des fois, on arrive tout de suite avec beaucoup de graisse et chez d'autres, on galère. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'est pas tous, les patients ne sont pas tous pareils. Alors voilà, quand on vide la graisse, hein, vous voyez, c'est assez facile, hein, pas de difficulté. Ici, c'était voilà, l'émulsification entre guillemets de la graisse, hein, pour bien remplir notre seringue. Voilà. Et puis l'injection, je sais plus où je l'ai mise. Comment ici, moi injection greffe, ça doit être ça. Voilà, donc là, je vais piquer donc en dehors, hein, de la rétinoïde et injecter. Alors, je crois que c'est une injection, là on ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais c'était une injection au pistolet, celle-là. Tu as cette impression aussi qu'avec finalement la fluidification de la graisse, finalement à la seringue, ça s'injecte aussi bien, quoi. Ouais, voilà, ça c'est une injection que je faisais, qui est plus ancienne, que je faisais encore au pistolet avec les crémaillères, là, effectivement. On entend bien ce cliquetis derrière, hein, qui permet d'injecter vraiment le volume qu'on veut, mais actuellement, je ne l'utilise plus, hein, je fais directement à la seringue. Voilà pour cette partie. Et puis le résultat à 3 mois. Est-ce que je l'ai mis? C'est pas ça. Je suis vraiment désolé, hein, c'est pas très pratique. Comment il s'appelait? C'est V002, c'est ça. Voilà, donc résultat à 3 mois. Alors, il n'y a pas le son, mais on voit bien voilà, la fermeture glottique avec un bon affrontement des cordes vocales. C'est la corde vocale droite, elle est encore un petit peu inflammatoire. On a 3 mois, mais encore ce côté un petit peu rouge de la corde vocale. Voilà. Donc la suite du cours, hop, on saute sur le Vox implant, donc silicone qui peut être injecté. Donc comme je vous l'ai dit, pas de résorption. Par contre, le risque et le danger de ce produit, c'est que tout mauvais placement est difficilement réversible. Donc le silicone, une fois en place, vous l'enlèverez pas facilement. Ça colle, c'est très épais. Donc attention à ce produit. Il est prêt à injecter, donc il est fourni comme ça directement. Et on utilise, il faut un pistolet pour l'injecter, c'est assez dense. L'injection se fait plutôt profonde, là aussi, dans le muscle thyroïde rétinoïdien, jonction tiers moyen, tiers postérieur, en dehors de la rétinoïde. Le film, je dois l'avoir, hop, sur ici. Alors, c'est un film. Ah non, ça, c'est l'après. Bon, je n'ai pas le film d'injection, c'est pas grave. C'est une injection comme la graisse, il n'y a pas de spécificité. Et ça, c'était le résultat. Alors moi, je l'ai fait un petit peu au début, et puis après, j'ai fait que de la graisse. Donc ça, c'est
Olivier Mallard, on voit que c'était lui qui avait filmé, il m'a prêté gentiment une de ses vidéos. Hop. Voilà, Olivier, je pense que c'est celle-là. Voilà, donc ça c'est une vision là en fibro. Donc c'était une corde vocale droite, vous voyez, il avait fait une surcorrection qui est bien, toujours bien visible. Et ça, vous êtes sûr que ça ne bougera pas dans le temps. Donc, en termes de fermeture glottique, c'est efficace, il n'y a pas de souci. Donc les résultats phonatoires sont intéressants, surtout en fait dans leur stabilité, mais pas tant dans leur qualité. Hein. C'est le reproche qui est fait au Vox implant, enfin, en tout cas au silicone, c'est que souvent on a une vibration cordale qui est moins bonne, et donc une voix qui reste rauque, qui est de moins bonne qualité. Par contre, la fermeture glottique est bonne, donc ça peut être intéressant quand même chez les patients qui vont faire beaucoup de fausses routes, avec qu'on voulait un comblement qui soit pérenne. Actuellement, c'est un produit qui est de moins en moins utilisé. Hein. J'imagine que Renaud, tu l'utilises assez peu. Oui, c'est ça. Nous, on l'utilise encore pour des cas palliatifs, en fait, des gens qui sont en fin de vie, cancer du poumon, des choses comme ça, parce qu'on n'a qu'une injection à faire et puis on a une bonne, comme tu dis, une bonne efficacité sur la fermeture glottique, mais le résultat vocal est très, très inconstant, ouais, c'est sûr. L'hydroxyapatite de calcium, donc je vous l'ai dit, hein, de produits Radies Renuvoice, prête à injecter là aussi. L'injection se fait au même endroit qu'avec le Radies, qu'avec le silicone ou la graisse. Et là aussi, on recommande une petite surcorrection, moins importante qu'avec la graisse, mais quand même de 10-15%. Alors 10-15%, ça ne veut pas dire grand-chose, mais une petite surcorrection, toujours faire un petit peu plus. La graisse, on a tendance à bien gonfler la corde vocale, à vraiment la ballonniser. Là, on fait une petite surcorrection avec ce produit parce qu'on sait qu'il y a un peu de résorption. Les résultats donc à distance, hein, c'est toujours ça qu'on essaie de trouver. Donc chez le chien, une étude qui avait montré la persistance de la médialisation à 1 an, sans réaction à corps étranger. L'efficacité moyenne, elle est 18 mois, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'études qui sont allées au-delà. Et puis, ce qui était intéressant, cette étude en scanner là, qui montrait que donc à 2 mois, on a de l'hydroxyapatite de calcium, hein, c'est du phosphate de calcium, hein, donc c'est de l'os synthétique. Donc ça comble avec un signal osseux en scanner. Et puis on voit que ça se résorbe au cours du temps et qu'au bout d'1 an, 1 an, on n'a plus d'hydroxyapatite de calcium. C'est pas pour autant qu'on a perdu le comblement. Hein. Donc en fait, il y a une résorption du produit qui est claire, mais elle est remplacée par de la fibrose. Hein. Donc c'est une résorption relative et c'est pour ça qu'on dit surcorriger un peu parce que finalement, lors de ce processus de transformation de l'hydroxyapatite, on va perdre un petit peu du volume. Alors, la fibroscopie interventionnelle en ORL, ça se développe de plus en plus. Donc, en 10 minutes, je ne vais pas trop détailler ça, mais il y a une belle table ronde qui a été faite là à la SFORL. Renaud, toi, tu n'y étais pas, je ne crois pas, mais je regardais ça hier avec les replays. Donc, c'est très bien ces replays de la SFORL pour ceux qui ont accès. Très honnêtement, à Nantes, on vient d'avoir un fibroscope à canal opérateur. Donc moi, j'ai commencé un tout petit peu cette pratique-là, mais je suis pas mal en retard. Je sais que notamment à Toulouse, ils font ça depuis plus de 10 ans. Virginie Voisard fait ça depuis très longtemps. Ça se fait beaucoup aussi à Nice, à Tours, là. Donc j'avais récupéré un petit peu à partir des vidéos pour vous montrer ce que ça donnait. Donc plusieurs techniques. Soit on injecte, donc en tout cas, l'idée, c'est de faire une injection par voie transcutanée ou par voie transorale. Par voie transcutanée, on peut injecter la corde vocale soit en passant au-dessus du cartilage thyroïde, comme c'est montré ici et comme c'est montré dans cette vidéo que je vais vous montrer juste après. Donc, l'idée, c'est de faire une anesthésie locale pour que ça soit moins difficile pour le patient. Et puis, en même temps, bien sûr, on a le fibroscope, le nasofibroscope qui contrôle, hein, et on voit l'aiguille qui vient injecter directement le produit et on voit tout de suite l'effet volumétrique de l'injection. Donc ça, c'est une première technique. Deuxième technique, c'est en passant par la membrane cricothyroïdienne, hein, comme on ferait les EMG laryngés et les injections de toxines botuliques. Donc on passe en cricothyroïdien et puis pareil, la contrôle avec fibroscope. Troisième technique, ici par voie donc endobuccale avec des aiguilles spécifiques qui soient courbes, etc. Donc ça,
Je n'ai pas vu de gens qui le pratiquaient, je crois que ça se fait assez peu, c'est plus théorique. Et puis dernière possibilité, c'est le fibroscope à canal opérateur. Donc vous avez un fibroscope qui a un diamètre un peu supérieur au fibroscope classique, dans lequel vous avez un canal opérateur, dans lequel vous pouvez mettre une aiguille, et l'aiguille va sortir donc et pouvoir se planter directement dans la corde vocale pour injecter le produit volumétrique. Je vais vous montrer quelques petites vidéos tirées de cette table ronde. Hop. Alors, où est-ce que c'est? Ça doit être celle-là. Ah, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que c'est normal? Ben, je ne peux pas vous la montrer. Bon, je suis désolé, là, je peux pas. C'est un petit peu trop court, je peux pas aller les rechercher. Bon, c'est pas dramatique, vous avez compris le principe en tout cas. Alors, dans la tendance, hein, on voit de plus en plus se développer. Enfin, les gens commencent, d'après ce qui était dit sur cette table ronde, hein, les opérateurs commencent par des injections plutôt de ce type-là, c'est-à-dire en cricothyroïdien avec fibroscope à canal opérateur dans un premier temps. Et puis, progressivement, lorsque ils ont réussi à obtenir les fibroscopes à canal opérateur, la tendance est plutôt d'injecter avec ce fibroscope-là. Ce qui probablement est un peu plus confortable aussi pour le patient qui évite d'avoir deux sites, un dans le nez et un dans le cou. Mais ces techniques voilà, nécessitent forcément une courbe d'apprentissage, hein, ce n'est pas évident. Et puis, les limites aussi de ces techniques-là, parce qu'elles sont intéressantes, mais elles ne peuvent pas être proposées à tous les patients. Vous comprenez bien que les patients qui ont plus de... qui supportent moins les fibroscopies, chez certains, on sait d'emblée que ça ne sera pas réalisable, hein. Il faut que le patient soit assez calme, détendu. Alors, à Marseille aussi, je sais qu'ils ont mis en place toute une structure avec un accueil du patient, relaxation du patient, puis dans un deuxième temps, passage du patient en salle pour les injections. Donc, ils ont fait tout un parcours patient spécifique pour ces injections endoscopiques au fauteuil. Voilà, donc ça se développe vraiment beaucoup. Je ne sais pas, Renaud, toi, si tu as eu cette pratique. Ouais, non, mais je faisais le commentaire, je me dis, effectivement, c'est ce qu'il faut. Il faut un conditionnement du patient parce qu'on fait de plus en plus de gestes sous anesthésie locale, sous hypnose, etc., au bloc opératoire. Mais là, c'est pareil. Je pense qu'il y a un conditionnement du patient à avoir qui est tout à fait intéressant à mettre en place pour justement avoir une... Parce que bon, l'aspect technique, finalement, dépend et le succès dépend de la faisabilité au moment de l'injection et si on peut véritablement bien travailler, quoi. Donc, on a tout intérêt. Alexia Mattei l'avait présenté. Nous, on avait fait un peu le même type de table ronde, mais c'était à Tours, là, au congrès de la Société française de phoniatrie, la fin août. Donc, je pense que c'est à peu près le même teneur des échanges qu'il y avait eu à la Société française d'ORL. Mais voilà, on avait vu la mise en place de ce parcours patient qui me semble tout à fait souhaitable, ouais, pour faire ça. Mais moi, je ne l'ai pas développé encore parce que c'est en cours. C'est en cours de construction. Voilà. Oui, Donc, c'est ça. Oui. Je crois qu'on n'a pas à rougir de continuer à faire de l'anesthésie générale, hein. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la question de dire c'est mieux ou c'est moins bien. Après, c'est pouvoir proposer ça. C'est vrai que ça s'est développé très vite aux États-Unis pour des soucis économiques aussi, hein, très bien sûr. clairement. Ça coûte moins cher d'injecter le patient au fauteuil que de l'amener au bloc opératoire. Après, les techniques sont complémentaires, hein. Tous les patients ne pourront pas avoir d'injection au fauteuil. Parfois, je pense qu'on fera des injections qui seront insuffisantes et on devra retourner au bloc opératoire. Et aussi, j'imagine bien que l'injection qu'on fait au bloc opératoire, on peut vraiment la faire là où on souhaite la faire. En fibroscopie, le patient tousse, le patient déglutit. Voilà, moi, je fais pas mal de MG laryngé. Je vois bien que pour certains patients, on injecte sans difficulté. Pour les toxines botuliques, pour d'autres, ça devient... c'est très, très compliqué, quoi. Là, il me pose la question sur le chat.
pour les injections sous anesthésie locale avec nasofibroscope, comment faites-vous pour éviter le réflexe de toux lorsque vous injectez? Faites-vous également une anesthésie du plan glottique au spray de xylocaïne? Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est nécessaire de, bon, pas d'inonder le patient, c'est pas le terme, mais de faire une bonne anesthésie locale à la xylocaïne. Ça, mais on ne peut pas éviter le réflexe de toux suite déglutition. Ouais. Ouais, il y a une douche laryngée qui est faite en faisant vocaliser le patient. On injecte dans le canal opérateur de la xylocaïne et ça permet d'anesthésier le plan glottique à sa partie supérieure. Il est certain qu'au bout d'un moment, on peut avoir des fausses routes par anesthésie. Si on anesthésie par exemple l'épiglotte, le vestibule laryngé, ça peut être problématique quand même. Et puis, il y a une dose totale à injecter aussi qui est à bien considérer parce qu'au bout d'un moment, on peut atteindre une dose un petit peu excessive d'anesthésie. Mais ça fait partie de la technique de savoir doser l'anesthésie locale à la fois sur la voie d'abord. Alors, certains en font sur la voie d'abord, c'est-à-dire au niveau nasal, et d'autres n'en font pas. Alexia n'en fait pas. Virginie Voisard fait une très, très bonne rétraction nasale comme on fait pour les examens des fosses nasales. Moi, je pense que c'est mieux. Moi, quand j'en fais, je fais des rétractions avec de la xylocaïne afasolinée pour avoir le meilleure perméabilité nasale possible. Je pense que c'est mieux, mais bon, après, on voit que dans les pratiques, tout se fait. Donc, il n'y a pas forcément une bonne solution, quoi. Ouais, alors, il y a une autre question que je vois aussi, les repères à l'injection transcutanée. Il y a deux types d'injections transcutanées. Pour les injections cricothyroïdiennes, les repères, c'est assez simple. C'est le cricoïde, donc cartilage cricoïde, qu'on palpe bien. Et donc, on palpe juste au-dessus la membrane cricothyroïdienne. Voilà, oui, Renaud nous montre ça, effectivement. Ouais. Alors, certains coups vont être difficiles, on ne pourra pas toujours les palper. Ça aussi, c'est une des limites forcément des injections transcutanées. Mais en général, on s'en sort assez bien quand même. Et puis, lorsqu'on fait la fibro en même temps qu'on fait l'injection, on voit finalement cette petite aiguille qui passe sous le plan glottique. Donc là aussi, il faut faire une fibre. On le voyait dans le film, et je suis désolé, je n'ai pas bien pu vous le mettre, mais on voit l'aiguille qui va passer sous le plan glottique et qui vient piquer la corde vocale. Donc on contrôle vraiment la direction de l'aiguille et on voit où elle se plante. L'autre technique, c'est en sus thyroïdien, donc on passe vraiment juste au-dessus de l'échancrure thyroïdienne et puis donc l'aiguille va être un petit peu courbée pour qu'elle puisse descendre. Et là aussi, on le voit, on contrôle en fibro. Une question, nous, dans la salle, oui. Ouais, on pose la question notamment de la xylocaïne afasolinée et du risque d'hypertension. En fait, finalement, ça revient à se dire qu'on n'a pas d'environnement de bloc opératoire avec un infirmier anesthésiste, un anesthésiste. En fait, on est un petit peu seul au cabinet. Il est certain que moi, ça m'est arrivé. Je me souviens, ce n'était pas le même cas de figure, mais c'était des injections de toxines pour un syndrome extrapyramidal. La personne c'est pas moi qui faisais l'injection, c'était un chef de clinique, mais il a fait une injection, ça s'est fini en spasme laryngé, on a fait une trachéotomie à la consultation, sans anesthésie. Enfin, bon, donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, c'est des cas neurologiques, donc c'est pas forcément transposable, mais bon, il est certain qu'on est un petit peu seul à la consultation. Donc, il y a aussi ça avec Moi, j'avoue que je serais plus partisan de faire des anesthésies locales en ambiance de bloc opératoire. Ouais. Ouais, avec des consultations de pré-anesthésie, une sédation. Nous, c'est ce qu'on a développé pour plein de choses, les radiofréquences de la thyroïde, certaines chirurgies parathyroïdiennes, on fait sous anesthésie locale et donc c'est plus dans nos pratiques de faire ce genre de technique quand même un petit peu invasive en ambiance de bloc opératoire, même si on ne fait pas d'anesthésie générale, plutôt que d'aller en cabinet, en service de consultation, faire de l'interventionnel. C'est un petit peu, voilà, c'est des choix qui peuvent être faits, mais nous, on est plutôt là-dessus. Je ne sais pas quel est ton ressenti, Florence, je ne sais pas.
Oui, alors en consultation, c'est sûr que si on se lance là-dessus, je pense à si vous êtes en libéral, enfin s'il y a c'est compliqué de faire ça tout seul, hein. Très clairement, il faut être au moins 2, ne serait-ce que pour tenir le fibroscope, on ne peut pas tenir le fibroscope injecté en même temps, que ce soit par voie transcutanée ou par, fibroscope à canal opérateur. Donc ne serait-ce que sur un plan sûrement, pratique, vous êtes, minimum 2 à faire ça. Et puis, bah, oui, il faut que le patient soit un petit peu encadré, c'est-à-dire que, certaines structures et là, c'est ce que disait, Diane Lazare aussi sur cette table ronde. Elle travaille à l'Institut Rothschild à Paris, qui est du privé à but non lucratif, mais qui est pas un CHU. Et elle disait très clairement que, elle mettait les malades au bloc opératoire en le faisant sous anesthésie locale. C'est-à-dire que alors les techniques de revalorisation des actes sont pas les mêmes entre le privé et le public. Je rentre pas dans ces détails que je connais assez mal, mais en tout cas, elle disait que, avec sa structure, elle avait validé que c'était finalement, plus rentable. Elle fait de l'HDJ quoi, très clairement, au lieu de faire plutôt un acte en consultation qui sera, moins bien coté, heu et aller au bloc opératoire dans des meilleures conditions parce qu'elle dit très clairement qu'à la consultation, elle sera toute seule, ou avec un interne, mais ce qui peut être un peu insuffisant alors qu'au bloc opératoire, bah, il y a un environnement et aussi, si jamais effectivement le patient fait un malaise, si le patient se fait un spasme laryngé, on sera plus tranquille au bloc opératoire, oui. Mhm. Voilà. OK. Bon, mais on a fait un petit peu le tour de la question. C'est très exhaustif. C'est parfaitement dans les objectifs de ce cours-là sur les injections. Merci beaucoup, Florent. Donc, on va continuer la suite de l'enseignement. Et puis, donc, merci encore de cette participation. Merci Renaud, merci à tous pour votre écoute et puis, je vous souhaite, bon courage pour la suite. Allez, allez, bonne continuation. Merci. Au revoir. Tiens, une clé. Donc là, on va continuer avec Corinne Casac, qui est kinésithérapeute, diplômée d'État, absolument, et qui travaille à temps plein à l'hôpital. Et donc, on va voir si on arrive à charger ces diapositives, mais je pense que ça va le faire. Sauvegarder plus tard. Donc, ouais. Donc, je vais. S'il vous plaît, j'ai une question. Oui. J'étais